Pamlico n'est pas une région acadienne de grande notoriété. Par rapport au reste de l'Acadie, il peut être difficile de se mesurer. Que peut offrir Pamlico par rapport à des puissances culturelles comme la péninsule acadienne ou les érudits de Clare? Eh bien, nous avons des histoires. From whom did you learn the story? From my mother. From your mother? Yes. And she learned it from her mother? She must have, because she never read any of these stories anywhere. She got them from her mother and her grandmother. Who were Acadians? Yes, they're all Acadians. Yes, thank you. Vous venez d'entendre un enregistrement datant de 1948 par une femme nommée Laure Irène dite McNeil. Elle vient de terminer un conte folklorique, L'ours, le renard et le baril de miel. Son interlocutrice, qui lui pose des questions sur son histoire, est la célèbre folkloriste canadienne Helen Creighton. Alors, Madame Laure Irène McNeil est potier de son nom de famille, fille. C'était une personne fort importante parce que c'est l'une des seules, et la plus ancienne en même temps, qui a donné des contes populaires. Elle a donné des chansons, mais surtout des contes. Maintenant, vous écoutez Jean-Pierre Pichette, professeur d'histoire orale, anciennement titulaire de la chaire d'études des minorités francophones. Comme je m'intéressais spécialement aux contes populaires, je me suis intéressé à sa collection. Parce qu'elle a été interrogée, je dirais, par à peu près tous les grands folkloristes de son époque. Laure Irène n'a pas été consultée que par Helen Creighton. En 1920, il y avait Juliette Gauthier, ethnolinguiste Geneviève Massignon en 1946, le linguiste Gaston Doulang, le folkloriste Luc Lacourcière en 1960. Vous comprenez? Ça a commencé, les premières publications qu'on a vues, on l'a connu par ces publications justement dans le petit courrier de West Pubnico, comme on l'appelait autrefois. Ah, vous m'avez eu. J'ai un lien avec cette histoire. Nous parlerons de toutes ces parties prenantes un jour ou l'autre, mais j'aimerais d'abord parler de la personne qu'est Laure Irène McNeil. Née en 1986, Laure Irène est l'un des 5 enfants nés à West Pubnico. Elle a travaillé comme enseignante et a épousé Joseph R. McNeil en 1931. Après la naissance de leur premier et seul enfant en 1934, le mariage s'est dissous et Laure Irène s'est retrouvée seule pour élever son fils. Tout comme sa mère, elle enseigne à sa fille, Marie-Catherine, son répertoire d'histoire. Marie-Catherine a fait de même avec sa fille Yvette d'Entremont, actuelle résidente de Pamlico West. Je m'appelle Yvette d'Entremont et ma grand-mère Laure Irène Potier était native de Pamlico West. Elle était une enseignante, mais plus important, plus tard dans la vie, elle est devenue une des contributrices importantes, clés à la collection de Helen Creighton. Elle était une chanteuse, elle jouait le piano et elle était passionnée des chansons folkloriques et des histoires folkloriques. Yvette ne se souvient pas beaucoup de sa grand-mère, qui était très malade à sa naissance. Ce qu'elle retient d'elle, ce sont ses histoires, transmises par sa mère. Le lot trouvé que c'est à manier des drôles d'affaires que le renard avait en tête. Et, mais en même temps, il dit rien. Et encore 2-3 semaines après, le renard dit, il dit, j'ai encore été prié pour des parents. C'était des histoires folkloriques, il y en avait qui étaient drôles, il y en avait qui étaient des histoires typiques du folklore de toutes les régions partout au monde. Exemple, Souillon, c'était une version de Cendrillon, mais cette version ici était seulement retrouvée dans les alentours de Pamlico. Il n'y en avait aucune autre de Souillon. Et dans cette version ici, par exemple, le prince qui a trouvé cette Cendrillon ici, une fois qu'ils sont ensemble, une fois qu'ils sont épousés, je pense, ils s'en vont pendant 7 ans. Et puis, Cendrillon ou Souillon
une petite cloche qu'elle peut sonner lorsqu'elle veut se rappeler de son prince. Après les 7 ans, il revient. Souillon était l'une des 12 histoires que Lord-Iren avait dans son répertoire et qu'elle pouvait facilement raconter. Le français acadien a longtemps été une tradition essentiellement orale et, à une époque où les archives en ligne n'étaient pas encore pratiques et où le taux d'alphabétisation n'était pas encore très élevé, c'était l'un des meilleurs moyens de garder une histoire vivante. Ma mère nous racontait des histoires à tous les soirs. Parfois, c'était des contes qu'elle lisait, mais nous voulions surtout qu'elle nous racontait les histoires à l'oral. Parce que c'est essentiellement la meilleure façon de garder, de préserver les traditions. J'en ai 2 préférées, je pense. Une de mes préférées, c'était Jean le Sot. Jean le Sot était ce garçon maladroit. Il avait un frère, Jean le Sage, qui était bien plus sage que lui. Sa mère lui envoyait toujours faire des courses, chercher quelque chose. Et il mal comprenait les instructions, il revenait avec quelque chose totalement différent. Il se mettait dans une position maladroite. Sa mère le renvoyait une 2e fois, une 3e fois. À chaque fois, il revenait avec quelque chose qu'il mettait dans des situations pas mal drôles et qui énervaient tout le monde alentour de lui. Puis sa mère disait toujours « Pauvre sot, pauvre sot. Tu auras été né un sot et tu mourras un sot. » Si vous pensez que ce clip est un peu dur, vous devriez écouter l'histoire en entier. Jean le Sot est l'une des rares histoires multi-épisodiques du répertoire de Lord-Iren, et elle est assez intense. Spoiler, les erreurs de Jean provoquant 1 ou 2 décès dans la famille. Et l'autre histoire, c'était La souris à grande queue. C'est une de ces histoires-là énumératives qu'il y a une souris qui fait du travail pour une chatte. La chatte la menace de couper sa queue si elle ne finit pas le travail. S'il vous plaît, ne coupe pas ma queue. Ben, la chatte dit, va me chercher du lait. Alors, la souris va chercher du lait. Vache, donne-moi du lait pour que je le donne à la chatte pour qu'elle me rende ma grande queue. Ainsi de suite. On pouvait entendre cette histoire plusieurs fois, mais on voulait encore que maman la répète. Ma mère le disait tellement fluidement, tellement vite. On adorait cette histoire-là. Nous avons maintenant une idée de l'identité de Lord-Iren. Nous connaissons sa famille, nous savons à quoi elle ressemble, et nous savons qu'elle était le genre de personne qui consacrait beaucoup de temps à la préservation de la culture. Arrivée à l'âge adulte à l'aube de la Première Guerre mondiale et avec sa fille entrant de plein pied dans la génération silencieuse, elle a préservé suffisamment de son univers pour qu'il ne soit pas perdu. Mais qui étaient les personnes qui la cherchaient? Auparavant, elle avait été sollicitée par une chanteuse, Juliette Gauthier, qui avait pris le nom de Juliette Gauthier de la Vérendrye, qui parcourait pour le Musée national divers endroits du Canada. Elle avait été un peu partout chez les Amérindiens et elle était venue au Québec aussi. Elle est venue en Acadie. Et en Acadie, elle a contacté Madame Laure-Irène Potier, à ce moment-là. Et elle correspondait, elle voulait des chansons. Alors, elle avait pris sa chanson « Dors, dors, mon petit bibi, mon petit bébé », là, et il y a 7 versions dans le catalogue de Conrad Laforte de cette chanson-là. Elles sont toutes de Laure-Irène Potier-McNeil. C'est assez extraordinaire. Bon, alors, donc, cette chanteuse-là voulait approvisionner sa collection. Juliette Gauthier, l'une des artistes les plus controversées ayant trouvé Lord-Iren. La mezzo-soprane se produisait dans les tenues traditionnelles des cultures dont elle interprétait les chansons. Ses vêtements étaient souvent des pièces du Musée national de l'époque. Aujourd'hui, le Musée canadien de l'histoire, qu'elle avait reçu grâce à ses relations personnelles. Lors de sa prestation à l'Université Acadia en 1929, l'une des 4 chansons interprétées ce jour-là a été attribuée à Lord-Iren. La chanson « Dors, dors, TBB »
est une berceuse que sa petite fille connaît bien. Alors, ça c'est ça c'est le dor, petit bibi. Dor, le petit bibi. C'est le beau petit bibi à maman. Dor, le beau petit bibi à maman. Demain, si fa beau, j'irai du grand-père. Dors, la bibi à maman. Dors, la bibi à maman. Je le chante maintenant pour ma petite fille, Michel. Et les mères, elles prenaient un verset, puis elles le changeaient. Il n'y avait rien grand-chose qui était écrit à la main, mais c'était les mères dans l'espoir d'endormir leur bébé. Elles chantaient toutes sortes de choses. Ça aurait pu être si tu fais dodo, j'irai sur grand-mère. Ça pouvait être n'importe quoi. Ensuite, Geneviève Massignon. Bien que Massignon n'ait pas eu accès à un magnétophone, elle a pris les notes avec diligence. Alors, par la suite, en 1946 est venue une Française importante, Geneviève Massignon, qui était la spécialiste de la langue acadienne, une des premières spécialistes qui a publié un ouvrage en 2 tomes fort important, Le français populaire en Acadie, un titre comme ça. L'ethnolinguiste française a transcrit 4 manuscrits lors de sa visite et elle est revenue une deuxième fois en 1961. Les 2 femmes échangent fréquemment des lettres dans lesquelles Laure-Irène est sollicitée pour éclaircir des points particuliers de mots, d'expressions et de transcriptions de chansons. Par la suite est venue une anglophone qui ne parlait pas français, Hélène Creighton. Hélène Creighton a eu quand même l'ouverture d'esprit de recueillir ses contes en français et de lui demander de les traduire ensuite en anglais. Alors, elle l'a fait oralement, puis elle l'a fait ensuite par écrit. Alors, vous voyez, elle collaborait avec les gens. Madame Laure-Irène Potier-McNeill avait le goût de faire connaître les traditions acadiennes. Alors là, elle ne se gênait pas pour le faire. On lui demandait, elle l'aidait. La chronologie se complique un peu ici. L'année suivant la première visite de Massignon, Helen Creighton est venue avec ses appareils d'enregistrement et, au fil de ses contacts avec McNeill, elle a recueilli des enregistrements audio de ses histoires en anglais et en français. Elle va plus loin en demandant à Laure-Irène d'expliquer certains aspects uniques du français acadien et comment les versions anglaises diffèrent. Helen Creighton continue de rendre visite à Laure-Irène jusqu'en 1957. Pendant tout ce temps, Laure-Irène écrivait également ses histoires pour le Petit Courrier. Grand-mère travaillait avec des histoires qu'elle avait recueillies. Ce sont des histoires, je pense, que sa mère, ma grand-grand-mère, lui avait racontées, puis grand-mère se rappelait de tout ce qu'on lui disait lorsqu'elle était jeune. Et elle avait rassemblé toutes ces histoires ici ensemble, puis commencé à faire une contribution au Petit Courrier qu'on appelait le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Et puis là, elle s'était publiée de 1937 à 1940, puis un peu plus tard, au début des 1950. La série de Laure-Irène attire l'attention de Luc Lacourcière, directeur des archives et du folklore de l'Université de Laval, qui écrit au courrier en 1947 pour demander une copie des contes. Il se heurte à une fin de non-recevoir. Désiré Déhan lui répond que la série n'a jamais été achevée en raison d'une maladie. Bien que Désiré ait affirmé qu'il reprendra la série l'année suivante et qu'il lui enverra alors les copies, ce n'est que 10 ans plus tard que la série reviendra, sous un autre nom. En 1960, Luc Lacourcière et le linguiste Gaston Dulang sont descendus à Pamlico pour rendre visite à la célèbre conteuse acadienne.
Et par la suite, des gens sont venus, des Américains, des États-Unis, donc de Columbia, d'Indiana sont venus. Il y en a qui sont même partis avec les textes de Mme Irène, qui ont oublié de les lui rapporter. Alors, si vous lisez mon article, vous allez voir tout ça. Il y a des états de ces collections, simplement des contes. Il y a presque une douzaine d'états, des contes résumés, des contes traduits, des contes oraux, des contes transcrits. Et là, il y a des versions à gauche et à droite. Il y en a au Musée national, à la Bibliothèque nationale de France. Il y en a à Washington. Il y en a au Musée national du Canada. Et il y en a, bien sûr, à la pointe de l'Église où toutes les choses ont été déposées. Alors, vous voyez, moi, mon intérêt, c'était vraiment d'analyser toutes ces sources, d'essayer de voir un peu tout le monde qui a tourné autour de ce personnage important pour la connaissance du patrimoine oral acadien. Et c'est le projet que j'ai là éventuellement, ça prend toujours beaucoup de temps, mais d'éventuellement de publier cette collection-là et de choisir aussi, parce que Hélène Creighton a publié des contes, mais en anglais, c'est pas la tradition orale française, c'est des contes arrangés. Vous comprenez, de nombreuses personnes sont venues chercher de l'aide auprès de Laure-Irène. Dans l'article de Jean-Pierre Pichette, il dit qu'elle peut être la première informatrice acadienne de la Nouvelle-Écosse, reste sans conteste la plus réputée de son pays. Je veux demander, je vais changer mon question un peu. Ben, pendant vos recherches, quelle impression as-tu reçue sur le personnage de Laure-Irène Pottier? As-tu lu les correspondances de elle avec Hélène Creighton? Parce qu'il y avait des correspondances à la maison de Yvette. Oui, là, soyons honnêtes, je ne me souviens pas de tout ça. Là. Vous couperez ce bout-là. Là. Mais dans la correspondance de Massignon, par exemple, on voit qu'il y avait des relations très personnelles. Quand les parents de Geneviève Massignon, Louis Massignon, qui n'était pas un deux de pique, là, c'était un personnage important, et quand M. Massignon est décédé, Laure-Irène a reçu le faire-part. À ce moment-là, il y avait un faire-part qu'on envoyait pour annoncer la mort de quelqu'un. Alors, elle l'a reçu, on a échangé. Voyez-vous, il y avait des relations personnelles très, très intéressantes. Et en tout cas, et Geneviève Massignon, ça, c'est un personnage qu'il ne faut pas oublier, qui est une dame qui est morte à 45 ans seulement et qui a fait des enquêtes en Acadie, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse avec Laure-Irène, même à la baie Sainte-Marie. Et vous voyez, il y a ça a été un personnage aussi très important, cette femme-là. Alors, Laure-Irène, là, a été, je dirais, c'est la personne qui accueillait à Pobnico les folkloristes et qui lui dirigeait vers les bons informateurs. Il ne semble pas qu'il y avait tant de conteurs que ça. Il n'y en avait pas beaucoup. Même aujourd'hui, on n'en trouve pas beaucoup de ces contes traditionnels. Mais elle en a donné 12 à 15. Elle en a publié 17, si mon souvenir est bon, mais ils n'étaient pas tous d'elle. Mais il y en avait une bonne douzaine, là. Et voyez-vous, une douzaine de contes qui ont été publiés une douzaine de fois, ça fait 100 quelques versions, là. Alors, c'est ça le travail qui est important et difficile à la fois. Et dans ton opinion, penses-tu que la préservation de la culture que ton famille a fait, comme ta mère et ta grand-mère même, est appréciée par la communauté ou comme par la société française? Je pense que tout le monde était au courant que grand-mère sauvait de la musique et des chansons et écrivait pour le courrier. Je ne sais pas si les gens ont donné trop de réflexion à d'où sortaient ces histoires-là. Je ne suis pas certaine qu'après, les démarches ont été faites pour recueillir, collectionner, archiver. Je ne pense pas que les gens étaient tellement au courant de l'importance que ces histoires et ces chansons-là avaient pour notre culture.
Nous remercions tout particulièrement Jean-Pierre Pichette, dont l'article détaillé et les connaissances personnelles ont servi de base à la réalisation de la majeure partie de cet enregistrement. Merci également à Yvette d'Entremont, petite fille de Laure-Irène, qui a hérité des talents de sa mère et de sa grand-mère pour se souvenir et partager l'histoire. Les extraits audio de cet enregistrement proviennent des archives de Helen Creighton conservées par les archives de la Nouvelle-Écosse.